tout début de cette deuxième saison de Résilience, je recevais Sandra Yoka, avec elle nous avions échangé sur les blessures émotionnelles intrafamiliales, un thème qui l'affectait particulièrement. Depuis, elle a sorti un livre qui raconte les épreuves douloureuses qu'elle a subies au sein de sa famille, manipulation, trahison, rejet, abandon. Voilà ce qu'elle a entre autres subi, mais dotée d'une grande capacité de résilience, elle a su se servir de ces épreuves comme tremplin pour aller de l'avant. Dans son livre intitulé « Le lien qui aiguisa mon âme », Sandra Yoka donne aussi des clés pour se sortir des situations difficiles. Une fois de plus, elle est l'invitée de ce nouveau numéro de Résilience. Alors Sandra Yoka, merci de revenir pour la deuxième fois sur le plateau de Résilience. Vous êtes là pour parler de votre livre. C'est bien ça. Et au regard de ce que vous avez vécu, personnellement j'ai lu le livre et je peux dire que vous êtes vraiment une grande femme dotée d'une grande capacité de résilience. Merci. Au regard de tout ce que vous avez vécu. Alors Sandra, vous avez décidé de sortir du silence et de mettre à nu tout ce que vous avez vécu, vos souffrances. Pourquoi vous avez décidé de le faire ? Tout d'abord, bonjour à vous, Marie. Merci une fois de plus de me convier sur votre plateau. Ce livre, en fait, me représente. Parce que mon livre, à travers mon histoire, j'ai voulu, en fait, mettre en avant l'importance et la pertinence des violences psychologiques au sein de la cellule familiale et également inspirer de nombreuses personnes sur 6 volets. Donc, prioritairement, nous avons le volet de la sensibilisation. J'espère sensibiliser un large public au sujet de ce fléau social rare, sur une réalité malheureusement qui est souvent cachée, celle de la maltraitance familiale. Le second volet, c'est pour donner une voix aux victimes. Parce que généralement, l'autobiographie permet de partager son expérience, tel est mon cas. Et j'espère vraiment toucher d'autres personnes, aider d'autres personnes à se sentir moins seules et à ce qu'elles puissent trouver le courage de rechercher de l'aide de manière multiple. On a aussi également le troisième volet, les raisons qui m'ont inspirée à écrire ce livre, c'est vraiment au niveau de l'éducation et de la sensibilisation. En mettant en lumière les signes précurseurs de la maltraitance familiale, qui est bien évidemment consubstantielle aux violences psychologiques, je veux vraiment contribuer à éduquer le public sur la prévention de ces comportements désastreux, destructeurs. Le quatrième volet, on a l'appel à l'action. En étant authentique dans mes écrits, j'invite mes lecteurs à avoir une perception autre ou différente ou nouvelle sur la santé mentale concernant les victimes, mais au-delà de tout, de les pousser à l'action en les menant à réfléchir à la manière dont ils peuvent concourir à aider les personnes en détresse psychologique à sortir du cycle d'emprise de leur bourreau. Le cinquième volet, c'est l'exploration, oui, on va appeler ça comme ça, l'exploration des ravages à long terme, parce qu'il ne faut pas se mentir, les violences psychologiques dans 90% des cas affectent beaucoup la personne souvent lorsqu'elles sont subies à un âge bas et jusqu'à l'âge adulte. C'est vraiment, le livre explore à travers les outils de conseil que j'apporte les dégâts dévastateurs de l'emprise familiale sur le psychique, mental et émotionnel de l'individu. Et j'insiste vraiment qu'il est important de pouvoir avoir une prise en charge précoce à travers un suivi continu pour éviter justement les ravages dévastateurs. Et le dernier volet, c'est bien évidemment encourager les victimes. Parce qu'aujourd'hui, en étant conférencière, auteur-écrivain, présidente d'association AIR et moi-même ancienne victime d'emprise, j'encourage fortement les personnes brisées à briser le silence et à se dire que tout ce qu'elles ont vécu, justement, vaut le coup d'être vécu et non subi. Voilà. Alors, vous abordez un thème extrêmement sensible dans votre livre qui touche à la famille. Est-ce que vous n'avez pas hésité un instant à publier ce livre par peur de représailles? Comment répondre à votre question? Vous savez, il y a un proverbe ivoirien qui dit que lorsque le soleil se lève, le chant du coq ne sert plus à réveiller le village. C'est assez comparable là au médecin après la mort. Parce que je peux vous rassurer, ma vie que j'ai cherché de l'aide. Oh que oui, j'ai cherché de l'aide pour récupérer ma fille,
pour pouvoir expliquer tout ce que je subissais, tout ce que j'ai vécu, que ce soit de mon côté paternel, que ce soit de mon côté maternel, mais je n'ai pas eu l'aide que j'attendais. J'ai eu, comment on appelle ça, emmagasiné multiples émotions fortes qui ont suscité en moi des réactions vives. J'ai été jugée, traitée de folle par nombreuses personnes, y compris ma fille elle-même. Mais elle n'avait pas compris à l'époque que j'étais arrivée au point de m'oublier moi-même pour la faire passer au devant de tout le monde. Et il fut un moment où j'ai dû me résilier en fait à cela parce que moi je suis chrétienne, je prie beaucoup. Et surtout encore plus depuis que je suis passée par cette situation. Comment je peux dire ça? J'ai eu la visite de Dieu. Voilà, on va appeler ça comme ça. Dieu m'a visité. Et il m'a fait comprendre en fait que ce combat n'était pas un combat de chair, mais que c'était un combat spirituel. Et qu'il fallait que je me résilie à laisser ma fille en fait traverser seule le chemin de la manipulation qu'elle avait choisi envers sa mère. Parce que la manipulation est quelque chose de très vicieux. C'est cette petite chose vraiment subtile et perverse qui vous fait croire que vous êtes le fautif dans l'histoire. Et aujourd'hui, je suis le monstre pour certains membres de ma famille, pour certaines personnes, par rapport à certaines choses que j'ai eu à dire dans mon livre. Mais moi, au moins, j'ai le courage d'écrire. À travers l'écrit-thérapie, j'ai le courage de parler, de dénoncer certains faits. Mais que ce soit mes détracteurs ou d'autres personnes qui me jugent, elles n'ont même pas l'audace, en fait, d'avoir le courage de parler du chapitre où elles ont créé le monstre que je suis devenue d'après ces personnes, parce que je n'étais pas comme ça. Donc, pour répondre à votre question, toute action posée est toujours jugée. Donc aujourd'hui, comme j'ai eu à le dire le samedi dernier lors d'une conférence où j'ai intervenu pour la journée de la femme gabonaise, j'ai répété mot pour mot dans cette intervention. J'ai dit que j'ai vacillé, certes, oui, j'ai pleuré, mais j'ai pu trouver en moi une force insoupçonnée lorsque j'ai choisi de ne plus me laisser définir par les blessures du passé, en décidant de me relever et de me reconstruire pierre après pierre. Donc aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qui compte le plus pour moi, c'est bien moi. Et qu'est-ce qui vous a donné justement la force d'écrire ce livre? C'est, on va dire, l'écrit-thérapie. L'écrit-thérapie. Au début, j'écrivais, c'était pas vraiment dans le but de publier. Et il y a eu tellement d'événements qui se sont suscités à travers ce moment d'écrit-thérapie, tellement d'événements qui sont revenus à la surface que j'avais peut-être pas oublié, mais dont je n'avais plus conscience, on va dire. Et je me suis dit non, c'est pas possible, il faut que j'en parle, il faut que j'explique, il faut que je dénonce pour me soulager moi-même en fait. Parce que vous savez, ce qui est assez paradoxal, au niveau de mes lecteurs, il y a différentes catégories. Vous aurez ceux qui vont acheter le livre parce qu'ils sont attirés par le titre, tout simplement. Vous aurez des lecteurs qui vont acheter le livre pour voir le contenu qu'il y a dans le livre suite au passif que j'ai vécu et subi avec la fille de notre mère. Vous aurez d'autres qui vont juger le livre sans pour autant l'avoir lu, sans pour autant avoir leur propre perception, mais tout ça parce que les gens disent ça, donc eux aussi, ils vont répéter. Et vous aurez deux catégories d'autres personnes qui sont celles qui seront neutres également, qui préféreront ne pas donner leur avis. Et vous aurez deux autres catégories de personnes qui sont très dangereuses, selon moi, parce que il y en a qui vont critiquer, qui vont lire le livre critiquer, qui vont apprécier, qui vont se reconnaître à travers ces blessures, mais qui n'auront pas le courage d'assumer, parce que moi je les appelle des victimes refoulées, qui seront dans le déni, mais qui vont comprendre et se dire « Ah oui, effectivement, moi aussi j'ai un problème » et qui n'auront pas le courage de le dire en face. Et vous aurez d'autres catégories de lecteurs différents, tout aussi vicieux, qui vont lire le livre, qui vont casser du sucre sur mon dos, qui vont expliquer, qui vont juger, qui vont parler. Mais si eux, on les mettait à ma place de vivre et de subir ce que j'ai subi et vécu, je pense que moi j'ai fait un livre, mais ces personnes les iront même à Hollywood pour faire un film. Hein. Donc après, pour le reste, ceux qui ne veulent pas acheter, qui n'achètent pas tout simplement. Je ne suis pas contre la critique, qu'elle soit productive ou constructive, c'est important. Mais ce que je déplore, c'est d'avoir certaines personnes qui ont un jugement
c'est pas un jugement général par rapport, ils ne se mettent pas dans la peau du lecteur, mais ils se mettent dans la peau de la personne qui connaît l'auteur, donc Sandra, et ils jugent par rapport à non, ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû lui, mais tu n'es pas moi. Voilà. Donc, maintenant qu'il est sorti ce livre, j'imagine que votre famille l'a lu. Oui, certainement, hein, oui, je pense. Oui. Et du coup, quel a été son retour? Après, vous savez, comme on dit, j'aime beaucoup parler avec des expressions, excusez-moi. Une personne qui rentre dans une salle de sport et qui sort de la salle de sport n'a pas la même démarche. Parce que c'est elle qui a soulevé le fer, qui a fait 2 heures de séance d'abdos. Bien évidemment, elle sort de cette salle en étant épuisée. Ce qui est sûr, c'est que comme je vous ai dit, je me priorise aujourd'hui. Donc vraiment, après, bien évidemment, chacun est libre d'avoir son point de vue. Mais moi, le plus important dans l'histoire, comme je l'ai dit au départ, mon histoire vise vraiment à sensibiliser les personnes sur la dangerosité des violences psychologiques au sein de la cellule familiale. Et c'est beaucoup plus ça qui m'importe aujourd'hui. Il y a eu des mauvais retours, il y a eu, par personne interposé des menaces, que je pourrais plus mettre pied au Congo, que c'est une honte à la famille, ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit, mais j'ai envie de vous dire, ça n'empêche pas Dieu de me donner le souffle de vie, tout simplement. Et à travers ce livre également, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes positivement. Il y a des personnes qui croient en moi, notamment dans certains pays. On va parler par exemple de Martial Obam du Gabon, on va parler de Monica Tsoulou du Congo, coach en développement personnel, on va parler de Marie Fadiga, thérapeute en Côte d'Ivoire, on va parler de Caritas Tabita en RDC, de Toelimona Pelmon en Nairobi, donc en Namibie, pardon. Donc il y a tellement d'opportunités qui se sont ouvertes à moi et ça m'a redonné confiance en fait en me disant que mais donc je ne suis pas aussi bête que ça au final. Parce qu'on m'a toujours fait croire et comprendre que j'étais limitée. Que j'étais en fait le personnage de la famille qui crée le canard boiteux de la famille, celle qui crée des problèmes et celle qui ne pouvait pas s'en sortir sans être aux côtés de telle ou telle personne. Et d'avoir des personnes qui croient en moi, des personnes comme vous, qui ont apprécié mon livre, qui ont pu ressentir ma douleur, parce que c'est ça, partager mon émotion, pour moi c'est une victoire. C'est une victoire. Alors Sandra, avant de parler du contenu de votre livre, on va marquer une petite pause. D'accord, ok. Pub. Ok. Vous aimez les enfants et vous souhaitez travailler en leur compagnie, ça tombe bien. Le CFA Kelasi School lance la formation accompagnant éducatif petite enfance en alternance. Cette formation se déroulera sur une année à compter de la rentrée. Au programme, nos formateurs expérimentés dans le domaine de la petite enfance vous communiqueront des informations et des techniques pour assurer l'entretien, l'encadrement et l'accompagnement d'enfants de 0 à 6 ans. Vous contribuerez ainsi à leur éducation, à leur développement et à leur épanouissement personnel. Grâce à notre réseau de partenaires, vous serez placé en entreprise dès la validation de votre inscription. À la fin de votre formation, vous obtiendrez un titre RNCP de niveau 3 reconnu par l'État. Vous aurez aussi la possibilité de trouver du travail rapidement dans le secteur de la petite enfance en forte demande. Alors pour postuler, envoyez un mail à l'adresse contact@kelasi-school.com ou téléphonez au 06 29 28 94 33.
De retour sur le plateau de Résilience avec Sandra Yoka, qui est l'auteur de ce livre, donc que vous voyez à l'écran, Le lien qui aiguisa mon âme. Sandra, le titre de ce livre est assez énigmatique. Quel est son sens? Pour la petite histoire, on revient encore à la spiritualité. Je dormais, sincèrement incroyable, mais vrai, je dormais. Et à un moment, je me réveille dans la nuit, j'avais besoin d'écrire. J'avais besoin d'un stylo, d'une feuille. Et je commençais à écrire des dates, je commençais à écrire des noms, des événements. C'était un peu farfelu, d'où cette phrase. Je n'ai rien compris. Je ne comprenais pas pourquoi. Et quelques temps après, dans quelques semaines, les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à me mettre justement à l'écriture, à l'écriture-thérapie, et j'ai commencé à apprécier cela parce que c'est un petit peu bête ce que je veux dire, mais je me sentais bien face à mon ordinateur qui était devenu mon meilleur ami parce que j'étais pas jugée. Il n'y avait pas de remarques déconcertantes, il n'y avait pas d'injonction, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de mauvais regard. Et donc du coup, quand j'ai écrit, j'ai dit, mais je suis en train d'écrire un livre en fait, sans me rendre compte. Et je repars dans mes écrits de la nuit, que j'avais eu quelques semaines la veille, et je vois, j'ai dit, ah, donc le titre, il était là. Et c'est comme ça que je l'ai mis. Et le lien qui aiguisa mon âme, tout simplement, le lien familial, le lien familial, qui aiguisa, qui a blessé mon âme. Les blessures de l'âme, les bleus de l'âme, les blessures invisibles, ça transperce la chair, voilà, tout simplement. Et justement, vous parlez des rapports avec votre famille, en particulier avec votre sœur. Votre grande sœur, c'est ça? Oui, l'une des filles de ma mère. Votre sœur, quels étaient vos rapports? On était comparables à une relation des 5 doigts de la main. Parce que vous ne pouvez pas laver le visage juste avec un doigt. Vous comprenez, on était une complémentarité, c'était vraiment la ceinture et le pantalon, très fusionnel, très fusionnel. Très fusionnel. Et là, on est passé de l'amour on va dire, au mépris, au désarroi, enfin de ma part surtout, à l'incompréhension. De pouvoir prendre plaisir et de trouver ça jouissif, de pouvoir séparer une mère et de sa fille, de pouvoir avoir calomnié sur ma vie pendant plusieurs années, me laissant et me faisant croire que c'était une tierce personne de la famille, alors que je l'ai découvert que c'était elle des années après, lors d'un événement familial qui a eu lieu en Afrique, et il y a eu malheureusement des audios qui ont transpercé, on va dire. Et à travers ces audios, nombreuses personnes du Congo m'ont fait appel chez elles pour me demander justement, parlez tout le monde de notre relation, mais que se passe-t-il avec ta sœur? Mais vous étiez tout le temps ensemble, elle te prenait comme sa fille, voilà. Et quand j'explique, je ne comprends pas, ma fille arrive au Congo, je ne suis pas au courant, ma fille me tient tête, je ne sais pas ce qui se passe. Et c'est là où les langues ont commencé à se dénouer. D'accord, mais tu sais, il y a quelques années, elle nous disait que tu étais folle. Je me dis, pardon, il y a quelques années, elle nous disait que tu étais hospitalisée en centre de psychiatrie. Et elle venait, en fait, la fille de notre mère, demander de l'aumône, parce qu'à l'époque, quand j'arrive au Congo en 2006, ne connaissant personne, mais vu notre proximité, je suis allée m'installer chez elle et j'avais 2 enfants à l'époque, à bas âge, et je ne voyais aucun inconvénient. Mais je n'ai pas su, en fait, si j'avais su à l'époque le fait de m'installer chez elle avec mes enfants serait ma condamnation à vie, j'aurais préféré dormir dans la rue, au jour d'aujourd'hui, sincèrement. Parce qu'il n'y a pas plus perverse qu'une personne, en fait, qui vous fait croire que c'est vous le fautif dans l'histoire. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait, de fil à aiguille, à travers certaines personnes où je ne vois pas d'intérêt pour ces personnes de mentir. Ce sont des personnes adultes, qui sont respectées, respectables dans notre pays, à me dire, mais ça, mais elle disait que t'étais une droguée, t'étais ceci. Donc, en fait, tout se dessinait comme un film. Et même au point de m'enregistrer, parce qu'on était en train de parler d'un événement phare où j'ai pas pu douter, parce qu'au début je me disais non, j'y mettais quand même un petit doute à cela. Et le jour où on me fait savoir qu'il y avait un enregistrement, donc on discutait avec ma sœur et on parlait d'une tierce personne, et elle a eu à m'enregistrer et à faire écouter l'enregistrement à la personne des années avant. Et c'est là où je me suis dit que il n'y a pas plus machiavélique en fait, tout simplement. Alors quand on vous lit, en tant que lecteur, on comprend tout de suite, on voit tout de suite le fond de votre sœur, mais vous, à l'époque, vous ne voyez que du feu. Parce que je mettais le lien affectif.
Parce que pour moi, c'était impensable et inimaginable. Parce que pour moi, c'était ma sœur. C'était ma sœur, donc on est sœurs. Donc on ne devrait même pas avoir à douter de sa sœur. Donc la dépendance affective, C'est ça. C'est ça en fait, c'était votre problème. Oui. Et quels sont ces dangers finalement? D'abord, c'est de s'en rendre compte, d'avoir la prise de conscience. Parce qu'il est très difficile pour une victime de pouvoir prendre conscience qu'elle est victime d'abord. Et une fois que la personne prend conscience qu'elle est victime, de pouvoir accepter ou demander de l'aide. Parce que malheureusement, pour un problème d'orgueil, on a souvent peur en fait du jugement au préalable. Avant de demander de l'aide, on se dit « Ah, qu'est-ce qu'on va pas penser, qu'est-ce qu'on va pas dire ?» C'est comme les femmes battues. Vous allez avoir une femme qui est sous emprise physique ou psychologique de la part de son époux. Pendant des années, la première question de son entourage, on va lui dire « Mais pourquoi tu pars pas ? Qu'est-ce que tu attends ?» C'est plus facile en fait pour la personne qui vit la situation, qui est totalement différente et en opposé avec la personne qui subit la situation. Parce que entre le temps de la prise de conscience, l'acceptation et la volonté et la décision de partir, il peut se passer 20 ans. Moi, pour ma part, ça m'a pris 16 ans. Entre le temps de constater, 6 ans, 7 ans, il y a toujours des petits signes, hein, comme je disais tout à l'heure dans les faits que j'ai eu à citer, de vraiment mettre en avant les signes précurseurs. Quels sont ces signes? Si vous avez une personne qui est habituée à être très joviale, très extravertie, qui aime bien être inclusive socialement, être entourée de bonnes et belles personnes conviviales, et que vous voyez que au fur et à mesure d'un moment à un autre, la personne elle change de comportement, ça peut être un signe d'alerte. Si vous voyez dans votre entourage, vous avez une personne qui va chercher à festoyer, à prendre un verre d'alcool, demain ils vont en prendre un autre, après-demain, c'est-à-dire qu'il va toujours prétexter des raisons qui feront qu'il faut toujours ouvrir une bouteille d'alcool, ça peut être un signe. Ou encore, vous voyez souvent, vous avez des hommes où vous avez l'impression que tout leur réussit, on se dit, mais lui, il est parfait, il est bon dans le travail, dans tous les domaines, c'est un homme irréprochable. Mais parfois, justement, c'est une carence affective qui cache, parce que dès l'enfance, son père ou sa mère, c'est un exemple que je prends, ne lui a jamais, en fait, donné sa place dans le sens où on lui demandait toujours plus. Parfois, c'est des phrases banales. Hein. Vous allez voir votre enfant à bas âge, il va ramener par exemple un 12 ou un 13 de moyenne. Papa, oui, mais bon, ok, mais moi, quand j'étais à ton âge, j'aurais fait plus. Ramène mieux la prochaine. Et toujours, le fait que l'enfant aura l'impression que tout ce qu'il fait, c'est jamais assez. Et ça va lui donner en fait cette obligation en voulant plaire à son image, sur sa figure paternelle, à son héros, à vouloir faire mieux, à vouloir faire plus. Et du coup, ça crée des complexes, ça crée des carences affectives qu'on veut combler, mais que l'on essaie de focaliser dans le travail. Moi, pour ma part, pour mon expérience personnelle, il y a eu beaucoup d'emprise émotionnelle dans le sens où on m'a fait comprendre pendant des années qu'avoir des enfants de différents pères était un handicap. Donc j'ai cru vraiment que j'étais la honte de la famille parce que j'avais des enfants de différents papas. Donc ça montrait vraiment l'exemple d'une personne qui est instable sentimentalement, qui virevolte un peu de gauche à droite avec différents hommes. Et la fille de notre mère avait cette emprise en fait de me faire comprendre que tous les membres de ma famille paternelle étaient mauvais. Qu'il n'y avait que elle qui était bien et que j'avais beaucoup de chance de l'avoir à mes côtés. Parce que c'était des phrases que j'entendais souvent, que elle, plus tard, si elle arrive à avoir des hautes fonctions, elle pourra me mettre à son protocole. Vous voyez? Parce que d'un côté, en fait, c'est mesquin parce qu'on se dit qu'il y a de la considération, mais en même temps, on vous minimise. Mais vous vous en rendez pas compte, en fait, parce que vous voulez tellement plaire à la personne que vous aimez, vous voulez tellement garder ce bon rapport que vous passez à l'essentiel des choses tellement évidentes. Et du coup, j'ai eu à croire que beaucoup de personnes de ma famille ne m'aimaient pas. Parce que j'étais le mal aimé, parce que j'étais le vilain petit canard, parce que c'est moi qui crée des problèmes. Et elle en avait conscience pour me garder. Et c'est exactement la même chose qu'elle reproduit avec mon enfant. C'est exactement la même chose mot pour mot. En tout cas, la dépendance affective, Sandra, sera la base de tout ce que vous avez subi, humiliation, trahison, autre chose. Voilà. Valorisation. Donc, du coup, à un moment, vous vous êtes retrouvés au fond du gouffre. Oui. Est-ce que fumer et boire vous ont aidé à remonter la pente? Oui et non.
Parce que comme j'ai dit, j'ai parlé du 5e volet, donc l'exploration. Ouais. C'est très important parce que dans la vie, chaque personne, qu'il y ait une maltraitance familiale ou pas, on arrive toujours à un stade de notre vie où l'univers nous impose une remise en question, où on est toujours face à un mur où on doit se poser les bonnes questions avant de chercher à avancer. Et si on veut renier ce passage ou cette saison de notre vie, on ne fait que reporter l'échéance, mais on ne résout pas le problème. Et sincèrement, cette perception en fait avec soi-même, c'est très important moi pour ma part parce que ça m'a apporté beaucoup de choses où j'ai compris que justement les signaux d'alerte dont je parlais, à l'époque je me suis lancée dans le commerce nocturne, d'être tenancière de boîte de nuit. C'est à travers ça que j'ai commencé à consommer beaucoup d'alcool et de cigarettes. Pour moi, je me disais, bon, c'était la jeunesse, c'était la puberté, parce que j'étais jeune. Quand j'ai commencé à être auto-entrepreneur, j'avais 21 ans. Mais avec du recul et aujourd'hui avec ce que j'ai vécu et à travers certains livres que je lis et les formations que je fais sur la psychologie et la santé mentale, j'ai compris en fait que j'avais une détresse depuis longtemps, mais je ne savais pas. Parce que moi-même, je n'étais pas consciente que j'avais un problème. Donc le fait d'aller dans l'alcool, c'était un exutoire pour moi, d'aller dans la cigarette et d'avoir le commerce de boîte de nuit. J'ai compris que je l'ai choisi parce que ça me permettait d'être en contact plutôt avec le monde extérieur. C'était comme une forme de redevance. J'avais besoin en fait de m'assurer que les gens m'aimaient. J'avais besoin de combler cette carence affective en fait que je n'avais pas forcément à bon escient. Et j'en ai pris conscience. Il m'a fallu des années où j'ai creusé et en faisant un travail sur moi-même. Donc l'alcool, le tabac ne vous ont vraiment pas aidé? Au final, avec du recul, non, parce que beaucoup font cette erreur-là. Oui, Ils se disent, vrai. voilà, j'ai des problèmes, je suis déprimée, ceci, cela. Allez, je vais boire, je vais fumer, ça va passer. Oui. Mais comme vous le dites, non, ça ne règle pas. Les chagrins, ils savent nager tout seuls. On veut noyer ces chagrins dans l'alcool, ils savent très bien nager tout seuls et le lendemain, ils reviennent à la surface. À l'époque, j'ai cru que ça m'avait aidé. Parce que pour moi, à l'époque, ce n'était même pas avoir besoin d'une aide, parce que je n'étais pas consciente que j'avais un problème. Donc, pour moi, ce n'était pas une aide. Mais aujourd'hui, avec du recul, je comprends que je cherchais de l'aide, je cherchais à attirer de l'attention de manière indirecte. Et si j'avais peut-être eu cette personne qui était venue me voir à l'époque, me demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe, aurait cherché à comprendre, je pense que ça m'aurait permis d'éviter certaines erreurs dans ma vie. Mais d'un autre côté, je remercie ces erreurs parce que, comme je dis, ces pierres émotionnelles m'ont permis de pouvoir avancer et de pouvoir trouver la force de faire un pont pour continuer plutôt qu'un mur, tout simplement. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être libéré de cette affaire, en partie, je ne sais pas si totalement en partie, mais en tout cas, on remarque aussi dans le livre que à chaque fois que vous essayez de vous en sortir, il y avait un autre problème qui arrivait. Oui. C'était problème sur problème. Oui. Parce que quand c'est comme un peu l'effet boomerang, la loi de la chimie un peu. On attire que ce que l'on pense ou on ressent de soi. Et sincèrement, c'est vrai. Si vous pensez vraiment dans votre tête que vous êtes bon à rien ou que vous avez des critères de relations sentimentales, c'est un exemple que je prends, toujours avec des alcooliques ou des drogués, vous pensez que vous ne valez que ça, vous tomberez que sur des drogués, que sur des alcooliques, sincèrement. Mais aujourd'hui, avec du recul, en étant dans une phase de détachement et en me priorisant, parce que ce n'est pas de l'égoïsme, se prioriser, penser à soi n'est pas être égoïste, je relativise. Et aujourd'hui, j'encourage, dans le 6e volet, aux personnes brisées, justement, de briser le silence de manière multiple, soit par l'écrit-thérapie comme moi, soit par la musicothérapie, soit par le théâtre, soit par le dessin, la peinture, pour en parler, peut-être pas un thérapeute ou un psychologue, parce que malheureusement au Congo ou en Afrique, on est très stéréotypé dans le sens que quand tu vas consulter un psy, ça veut dire que tu es fou, alors que pas du tout. Même à un voisin, à en parler, ou même quelqu'un dans la rue, ça soulage, ça fait beaucoup de bien, et ce sont ces solutions que je peux encourager auprès des personnes qui viennent vers moi et que j'encourage d'ailleurs parce que à travers mon livre et mon association, j'ai pu rencontrer de belles personnes qui ont eu des parcours chaotiques très difficiles, mais qui ont pu se relever aujourd'hui par la force des choses, par la force des événements, par l'amour de Dieu, et parce qu'elles avaient choisi de se relever. Mais je ne pourrais plus dire à ces personnes, non, va boire, va fumer, non.
En tout cas, Sandra, vous avez démontré une grande capacité de résilience qui était en vous. Est-ce que vous le saviez, ça, vous le soupçonniez? J'ai toujours su que j'avais beaucoup d'énergie, que j'avais beaucoup de force, que j'utilisais peut-être dans le mauvais sens à l'époque. Mais aujourd'hui, je suis fière de savoir que je suis capable de faire certaines choses, d'accomplir certaines choses et d'aider d'autres personnes. Mais parfois, je réalise pas, je me dis, ah, c'est moi, bon, oui, non, c'est moi. Voilà. En tout cas, Sandra, votre livre, c'est un livre vraiment très marquant. Je pense que les personnes qui se retrouvent dans votre situation ont la possibilité d'avoir des solutions, des pistes de solutions, parce que vous les donnez dans ce livre, concrètes pour s'en sortir. Moi, j'ai une question concernant justement, voilà, peut-être les relations avec des personnes malveillantes. Comment faire justement pour éloigner, pour limiter l'influence des personnes malveillantes sur nous? Déjà, dès le départ, au prime abord, il ne faut pas prioriser le lien affectif avant la personne, parce que c'est ce qui nous tue. Parce qu'on se dit, non, c'est ma mère, non, c'est ma soeur, je peux pas parler, non, c'est mon enfant. Non, ça vraiment, c'est l'erreur à ne pas faire. Et de ne pas, parce qu'en fait, les actes que nous posons au quotidien déterminent la manière dont les personnes extérieures peuvent ou doivent nous considérer. Comme on dit souvent, lorsqu'une personne vous croise et vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, généralement c'est pour évaluer l'auteur du degré de respect que cette personne doit vous accorder. On est bien d'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que il ne faut pas laisser passer dès le début. C'est ça. Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, il faut en parler. Il faut le dire. Après, bien évidemment, c'est pas que il faut se braquer ou parler de tout et n'importe quoi ou s'attarder sur les détails, mais vraiment des choses qui vous touchent et que, parce que chaque personne doit se donner des limites, chaque personne doit se donner des principes, chaque personne doit se donner des valeurs. Et quel que soit, comme je le disais la dernière fois avec une dame avec qui j'ai échangé également, qui m'a partagé son parcours, je lui ai dit, ce qui est beau dans l'histoire, c'est que au-delà de tout, au fond de vous, vous avez toujours cette petite étincelle. Et ce qui veut dire que ça, personne ne peut vous le voler. Ce qui veut dire que à la moindre tige d'allumette, ça ravive la flamme qui est en vous. Et ce sera possible de faire énormément de choses. C'est ça la magie de la résilience, en fait. Croire en ses capacités, croire en ses possibilités et de pouvoir vraiment croire en sa propre importance. Ça sera le dernier mot, Sandra. Merci beaucoup d'être passée sur le plateau de Résilience. Donc, je rappelle que le livre de Sandra Yuka, Le lien qui aiguisa mon âme, est disponible sur Amazon. Oui, c'est ça, sur Amazon, dans la rubrique maltraitance familiale. Et j'espère vivement apporter des outils, comme je l'ai dit, qui aideront certaines personnes à trouver le courage de dénoncer ces faits, d'en parler. Et une dernière phrase, s'il vous plaît, que je voudrais dire à tous ceux qui me suivent, parce que mes mots m'ont inspiré à donner naissance à certaines citations, dont une que je voudrais partager avec vous. Demeurons dans la vérité, car c'est sur cela que s'appuie notre liberté. Voilà. Il faut toujours être vrai, il faut toujours, même si ça fait mal, même si c'est quelque chose qui doit vous mettre à dos une foule de personnes, comme on dit, l'avion décolle bien seul face au vent. Donc du coup, vous n'avez pas toujours forcément besoin d'avoir une horde de personnes autour de vous pour vous relever. Et vous-même, c'est une question de mindset en fait, c'est une question de mental. Et je voudrais saluer avant qu'on coupe, s'il vous plaît, mon oncle Jean-François Goma depuis l'Allemagne, ma tante de la diaspora africaine, l'internationale Clarisse Kakou, très respectueusement, affectueusement, Madame Antoinette N, qui se reconnaîtra, et mon grand frère de cœur depuis 23 ans, Monsieur Simplice Nguenouni. Voilà. Merci beaucoup, c'est la fin de Résilience. On se retrouve au prochain numéro. Sapi's greatest production.